Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour à tous. Nous espérons que vous êtes installés très confortablement. Nous sommes au septième jour du camp des programmes de leadership africain. Nous allons démarrer dans quelques minutes. Sous la complicité de la partie technique, nous allons passer les sports du CEPLA, du camp des programmes de leadership africain. Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème « Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Vous l'avez longtemps attendu, il revient encore plus grand. Après le succès éclatant de la première édition, 7 millions de jeunes se donnent de nouveau rendez-vous du 4 au 14 novembre 2021. C'est le camp des programmes de leadership africain CEPLA, un événement organisé par Guiada Africa et soutenu par 30 pays africains. Édition placée sous le thème « Jeunes, femmes et le numérique dans l'implémentation de l'agenda UA 2063. Le CEPLA 2021, ce sera 10 jours d'intense activité, 1440 minutes de formation spécifique, plus de 90 experts mobilisés pour 18 panels, ateliers et formations de haut niveau. C'est aussi 300 projets en compétition pour le pitch. Le CEPLA, c'est un vaste réseau d'opportunités ouvert à la jeunesse africaine. Les inscriptions sont ouvertes du 20 avril au 25 juillet 2021. Jeunes, rejoignez le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Jeunes, rejoignons le mouvement et travaillons ensemble pour construire l'Afrique de nos rêves. Alors, nous sommes au camp des programmes de leadership africain édition 2021 et ce camp est meublé par d'immenses activités, de nombreuses activités qui ne cessent de nourrir la jeunesse africaine autour de plusieurs thèmes. Hier, la journée d'hier a été marquée par une journée spéciale entrepreneuriale. On a eu un atelier sur l'entrepreneuriat qui avait eu pour terme entrepreneuriat des jeunes, levier de développement du continent africain. On a eu la quatrième journée de la formation des programmes en Civic Leadership, Public Management et Business and Entrepreneurship. Et dans la soirée, nous avons eu un panel diaspora
qui a pour thème Diaspora, participation au développement économique de l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui le 10 novembre 2021, 7e journée du camp des programmes de leadership africain. Nous avons comme programme, cette journée va être meublée par un atelier autour des télécommunications qui a pour thème la régulation des télécoms, l'autre défi de l'écosystème numérique en Afrique, une formation sur le numérique, premier jour, et pour terminer dans la soirée, un panel des influenceurs qui a pour thème les industries culturelles et créatives à l'heure du numérique. Sans plus tarder, nous allons passer la parole au modérateur du jour, le modérateur de l'atelier de ce matin, qui est l'atelier autour des télécommunications, qui a pour thème la régulation des télécoms, l'autre défi de l'écosystème numérique en Afrique. Chers participants, chers invités, nous espérons que vous êtes assis confortablement et que vous êtes préparés à suivre ce panel, cet atelier très édifiant. Alors, nous allons donc passer la parole au modérateur du jour, qui n'est donc que M. Mamedi Soboa Teza. Alors, M. Mamedi, bonsoir. Bonjour. Bonjour, chers modérateurs du CEPLA. Bonjour à tous. Bonjour, chers participants, chers distingués panélistes, chers participants au CEPLA ici en ligne, vous qui nous suivez à travers les différentes plateformes en ligne, distingués invités, mesdames et messieurs, bonjour. Je suis ravi aujourd'hui de me joindre à vous à l'occasion de cet atelier qui a comme thème la régulation des télécoms, l'autre défi de l'écosystème en Afrique. C'est un plaisir, un réel plaisir d'accueillir 4 éminents panélistes. Il s'agit bien évidemment de M. Emmanuel Natidobey, M. Christian Mengou, M. Dinti Ahmada, et bien sûr de M. Kalilou Gueye. Ils auront l'occasion de se présenter. Ils sont tous ici parmi nous. Je me réjouis d'ailleurs de la présence de nombreux participants du CEPLA venus de partout à travers l'Afrique. Chers sœurs et frères, bonjour, où que vous soyez. Je réponds au nom de Mamedi Soboa Teza. Je suis de profession informaticien, ingénieur en informatique. Je suis secrétaire général de l'Organisation panafricaine des jeunes pour la promotion de l'intégration africaine et président de l'Union des jeunes pour la renaissance du Mali. Alors, la régulation des télécoms, l'autre défi de l'écosystème numérique africain. Nous savons qu'au cours des dernières 20 années, des changements considérables ont touché le secteur des télécommunications. Un bouleversement global de la situation a eu lieu et par conséquent, l'industrie de la transformation telle qu'elle a existé au XXe siècle laisse la place à un XXIe siècle axé sur l'information du savoir. Les économies en voie de développement telles que les économies africaines n'ont pas échappé à ces changements et la plupart d'entre elles ont favorablement apporté et adopté ces réorientations. Donc, la diffusion rapide des technologies de l'information et de la communication en Afrique, et en particulier les communications mobiles, est peut-être l'évolution économique sociale la plus notable de ces dernières années. L'Afrique est sur le point d'accéder à une nouvelle ère économique prometteuse, alors que les enjeux et les obstacles à franchir sont nombreux. Les bénéfices liés à la création d'une Afrique digitale constituent un potentiel de transformation et un réel considérable. Cependant, l'accès à ces nouvelles technologies s'accompagne de nombreux risques, d'où l'objet de ce panel, risques à travers lesquels il faut des régulations, des règles, des mises au point, des réorientations. Alors, nous avons aujourd'hui des intervenants qui vont partager avec vous votre savoir, leur savoir, et ce serait un rendez-vous du donner et du recevoir. J'inviterai M. Emmanuel à se présenter s'il est parmi nous. Après, j'inviterai les autres à se présenter. Je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Merci. Oui, vous m'entendez? Merci. Oui, okay. Thank you. Bonjour à tout le monde. Je voudrais d'abord dire un grand merci à l'équipe de CEPLA pour l'initiative. C'est une des rares initiatives qui regroupe un nombre aussi important de jeunes africains
C'est vraiment une initiative à saluer. Ceci étant, comme le modérateur l'a dit, je me nomme Nadi Tobé Ndissédi Emmanuel. Je suis tchadien, informaticien de formation, ingénieur. Je suis présentement le responsable du département des infrastructures informatiques et des opérations au niveau de Airtel Tchad, qui est l'un des plus grands opérateurs de téléphonie mobile au Tchad. Je suis aussi membre fondateur et chargé de relations publiques du réseau des professionnels tchadiens de l'informatique et des télécoms, une entité qui travaille de concert avec l'État tchadien dans le développement des TIC. À ce titre, nous avons accompagné l'État tchadien à mettre sur pied une agence de développement de l'informatique et des communications, la ETIC, et une autre structure qui est l'ANSYS. Je crois que nous aurons le temps de parcourir un temps soit peu, comme l'a si bien introduit le modérateur, les enjeux que rencontre ce secteur de télécommunications en Afrique, dans nos pays où nous rencontrons déjà assez de difficultés. Et c'est une opportunité pour nous de partager avec vous les quelques notions que nous avons de télécommunications. Je me réjouis enfin d'être même virtuellement aux côtés des éminents orateurs. C'est une opportunité pour moi et je tiens à souligner ça. Merci. Merci Emmanuel, merci pour cette brillante présentation. Merci d'avoir pris votre précieux temps pour être parmi nous ici, avec les membres du CEPLA. Monsieur Djinti Ahmada, bienvenue à vous. S'il vous plaît, veuillez vous présenter aux participants. À vous, monsieur Djinti. Avant tout, je tiens à remercier le CEPLA pour cette initiative. Comme le modérateur l'a dit au début, je m'appelle Djinti Ahmada, je suis des îles Comores. Je suis juriste de formation, juriste en télécommunication. J'occupe le poste de chef de département juridique à l'Autorité nationale de régulation des télécoms aux Comores. J'étais aussi responsable du processus d'octroi de la deuxième licence de télécommunications en île de Comores. Je suis en même temps professeur d'université. Alors voilà, je suis très ravi, je suis très content de participer à cette formation d'échange, où chacun pourra bien sûr contribuer à sa valeur par rapport au sujet qui a été évoqué. Je vous remercie. Merci à vous, M. Djinti. Bienvenue parmi nous. J'invite M. Kalilou Gueye à se présenter. Bonjour, M. Gueye. Bonjour, monsieur le modérateur. Bonjour. Je voudrais m'associer aux remerciements adressés au CEPLA pour l'invitation. C'est un grand honneur pour nous. Moi, je m'appelle Kalidou Gueye. Je suis juriste de formation. Je me suis familiarisé avec l'environnement des télécommunications parce que je travaille à l'autorité de régulation des télécommunications et des postes du Sénégal depuis près de 15 ans maintenant. Voilà, donc, avant, j'avais travaillé ailleurs, notamment chez les opérateurs. J'ai travaillé chez l'opérateur postal parce que j'ai une autre casquette, c'est-à-dire j'ai une qualité d'inspecteur des postes et des services financiers. Voilà, j'ai fait également des études de sciences politiques. Sur l'autorité de régulation, j'ai pris part à beaucoup de réformes, l'extension des licences aux différentes technologies, l'accueil de nouveaux acteurs, ainsi de suite. Voilà. Donc, je pense qu'on aura l'occasion d'échanger autour de ça. Voilà. Donc, je voudrais m'arrêter là sur la présentation. Merci beaucoup. Merci, M. Gueye. Merci d'être parmi nous aujourd'hui.
Alors, nous allons aller à la présentation du dernier panéliste. Il s'agit bien sûr de M. Christian S. Minungo. M. Christian, à vous. Merci beaucoup, modérateur. Merci à tous les participants, les amis jeunes. Je suis Christian Minungo. Je travaille à la Commission de l'Union africaine, précisément au département en charge des infrastructures et de l'énergie. Je suis fonctionnaire principal en charge des politiques de développement, avec focus sur le développement, la transformation numérique des postes, l'économie, le commerce électronique, l'inclusion financière. Je suis également en charge de la coordination, la mise en œuvre de la stratégie de transformation numérique. Je reviendrai là-dessus. Et voilà, actuellement, je suis le chef de division par intérim de la Société de l'information qui s'occupe des questions des TIC, des questions de la Poste et un peu de la radiodiffusion, en ce qui concerne bien sûr l'infrastructure. Alors, je voudrais bien sûr remercier le gouvernement des Comores et tous les organisateurs ici présents. Sans dévancer l'iguane dans l'eau, je voudrais quand même me réjouir de l'organisation de ce camp et de ce panel pour plusieurs raisons. Et vous pouvez imaginer les motivations. Il y a d'abord que l'Afrique est un continent de jeunes par excellence. C'est le continent qui compte le plus de jeunes et qui parle de TIC, parle de jeunes. Donc, c'est une question essentielle pour l'Afrique. Le thème tombe aussi bien à propos parce que, comme vous le savez certainement, en 2020, l'Union africaine, les organes délibérants de l'Union africaine ont adopté ce que nous appelons la stratégie de transformation numérique du continent, qui vise à l'utilisation des TIC pour transformer tous les secteurs socio-économiques, donc pour le bien-être des populations africaines. La troisième raison est qu'avec l'irruption de la pandémie à coronavirus, on s'est rendu compte que les TIC ont un rôle clé à jouer, non seulement dans la limitation de la propagation de la maladie, mais aussi l'atténuation de ses effets néfastes. Le dernier élément de motivation, c'est que, vous savez, il y a à peine 2 semaines, la conférence des ministres en charge des TIC, que nous appelons au niveau de l'Union africaine, le comité technique spécialisé en matière de communication et des TIC, s'est tenu et a réaffirmé la nécessité donc de poursuivre et de renforcer les réformes en matière de TIC parce que c'est l'une des voies incontournables pour contenir les pandémies, dont le coronavirus. Donc, je me réjouis d'être parmi vous, et ce d'autant plus que je connais certains des collègues panélistes qui se sont présentés. Merci beaucoup. J'espère que nous aurons une bonne interaction. Inch'Allah. Merci, M. Christian. M. Christian l'a si bien dit, à travers l'Afrique, l'Afrique est un continent très jeune. 200 millions de personnes sont âgées de 15 à 25 ans, lesquelles vivent principalement dans les milieux urbains. En outre, la classe moyenne africaine se développe puisque d'ici à 2060, je le dis bien 2060, elle devrait passer de 350 millions à 1,1 milliard de personnes, majoritairement jeunes. Toutes ces évolutions entraînent de facto de nouveaux besoins, ce qui ne peut qu'encourager le développement de nouveaux secteurs d'activité, comme celui des télécommunications,
le marché de l'Internet et de la téléphonie mobile a donc un bel avenir devant vous. Alors, M. Khalilou Gueye, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Il s'agit de la régulation des télécoms, qui est bien sûr l'autre défi de l'écosystème Afrique. Quels sont les rôles des autorités publiques dans la régulation des services numériques fournis à la population africaine? Merci, monsieur le modérateur, en tout cas pour cette belle introduction, mais également pour la pertinence de la problématique que vous venez de poser. Et je pense que pour, en tout cas, un meilleur échange, il y a beaucoup de participants qui nous suivent. Hein, donc, l'idéal serait qu'on s'accorde autour même de la notion de régulation, parce que nous qui sommes dans le métier, on se rend compte que nos États ont consacré la régulation par effet de mode, mais le contenu souvent est en décalage par rapport au concept lui-même. Voilà, donc je voudrais rappeler, partager brièvement un peu la perception que nous avons de la régulation, mais c'est juste un petit rappel hein, de quelques secondes pour dire que la régulation, en tout cas, des télécommunications particulièrement, s'envisage dans des marchés libéralisés. Voilà, la plupart donc de nos marchés sont libéralisés. Mais dans les marchés libéralisés, la règle principale, c'est la règle de l'offre et de la demande. Autrement dit, c'est les règles du marché qui jouent. Mais on s'est rendu compte que laisser le marché avec les règles risque d'arriver à un déséquilibre. Pourquoi? Parce que des opérateurs peuvent s'entendre, mettre des tarifs et faire disparaître un opérateur. Donc, il y a un levier de concurrence sur lequel la régulation doit agir. L'autre point, c'est que si on laisse les règles du marché jouer également, il y a une partie de la population qui risque de ne pas avoir accès aux prestations donc, de télécommunications ou de communication électronique. C'est la raison pour laquelle cette régulation vient pour corriger les déséquilibres. Donc, la régulation en tant que telle, c'est un mode d'interventionnisme étatique qui permet d'équilibrer les marchés. En quoi faisant? En agissant sur les leviers de concurrence, mais en agissant sur les leviers d'accès universel. Donc là, on voit aisément que l'aspect tarifaire est important, mais aussi l'aspect qualité de service est vraiment important. Donc ça, c'est le rôle des autorités de régulation, mais une autorité de régulation également qui est investie de cette mission doit avoir un certain nombre de caractéristiques, c'est-à-dire l'indépendance. Donc, l'indépendance s'envisage sous 2 angles, c'est une indépendance décisionnelle. Autrement dit, le régulateur ne doit pas prendre des décisions en se référant peut-être à une autorité politique. Donc, c'est ça l'indépendance décisionnelle. L'autre indépendance, c'est l'indépendance financière. Autrement dit, un régulateur ne doit pas marcher peut-être dans le budget de l'État. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la régulation. Et cette régulation-là va forcément militer dans le sens du développement du numérique de façon générale, au bénéfice des parties prenantes et au bénéfice de la collectivité. Voilà, c'est justement ce que moi m'inspire, en tout cas cette première partie de la régulation. Je ne voulais pas être long, parce que peut-être j'aurai le temps de reprendre la parole, j'espère, hein, monsieur le modérateur, parce que j'ai beaucoup de choses à dire le sujet. Je peux poursuivre ou je m'arrête là, compte tenu du temps, de la gestion du temps, mais sinon je poursuis. Voilà. Vous avez encore 1 minute. Très bien, voilà. Donc, en ce qui concerne cette partie concurrence, moi, je pense qu'aujourd'hui, le défi, c'est l'accès aux prestations. L'accès aux prestations, d'autant plus que dans nos pays, la plupart de nos pays, le principe qui est consacré, c'est la neutralité du net. C'est-à-dire que les gens doivent avoir accès. Voilà. Puisqu'il y a la neutralité du net qui est consacrée, maintenant, le rôle des régulateurs aussi, c'est de mettre en place des leviers, bien entendu, bâtis sur une politique, parce que les orientations, c'est les ministères ou l'autorité gouvernementale qui les donne. Voilà, donc il faut que les capacités soient accessibles. Pour que les capacités soient accessibles, les régulateurs mettent l'accent sur la concurrence. En quoi faisant? C'est-à-dire en accueillant de nouveaux acteurs. Voilà, par exemple, au-delà des opérateurs classiques, les régulateurs peuvent favoriser ou favorisent souvent l'accueil, par exemple, de fournisseurs d'accès à Internet avec un régime juridique peut-être assoupli qui permettra à la population donc d'avoir accès à Internet de façon facile,
mais aussi la concurrence va faire baisser les tarifs. Il en est de même également dans ce même sens, c'est-à-dire que toujours pour renforcer la concurrence, de mettre l'accent sur les opérateurs d'infrastructures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tendance qu'on observe dans le secteur des communications électroniques de façon générale, c'est que les opérateurs classiques ont tendance à se départir de leur infrastructure et se consacrer sur les services. Voilà. Donc, dans ce contexte-là, je pense que l'idéal serait d'avoir, comment il s'appelle, d'accueillir de nouveaux opérateurs comme les opérateurs d'infrastructure qui peuvent soit déployer de la fibre optique, soit aussi faire atterrir des câbles sous-marins ou construire des tours pour les infrastructures peut-être passives. Voilà. Et aussi accueillir de nouveaux acteurs comme les fournisseurs, comme les opérateurs mobiles virtuels. Ça aussi, c'est une possibilité pour faciliter l'accès. Voilà. Donc, il y a un autre aspect également, parce que quand on parle de l'accès aux capacités, il y a une dimension fréquence. Voilà. Parce qu'on se rend compte qu'également, dans la plupart de nos pays, les fréquences sont chères. Et puisque les fréquences sont chères, il y a une répercussion sur les tarifs de détail qui sont appliqués aux consommateurs. Donc, nos États gagneraient quand même à, comment il s'appelle, avoir une politique de gestion des fréquences à même de permettre aux opérateurs donc d'arriver vers des tarifs soutenables. Et il en est de même également pour le dégroupage, hein, parce que dans le partage d'infrastructures, je pense qu'on doit en tout cas favoriser le partage d'infrastructures. Aujourd'hui, les opérateurs déploient de la fibre optique. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'était un dégroupage de la paire de cuves, mais aujourd'hui, je pense que l'idéal serait d'aller vers le dégroupage peut-être de la fibre, donc en ce qui concerne le FTTH. Voilà. Et également, il y a une problématique qu'on a tendance à négliger, c'est les exploitants d'infrastructures alternatives. Exploitants d'infrastructures alternatives, c'est des opérateurs qui sont dans un autre domaine, mais qui disposent d'une infrastructure de télécommunication pour leur propre consommation et qui disposent également d'un excédent de capacité. Comment faire profiter à la population ou aux opérateurs de cet excédent de capacité? Donc, il faut aménager un régime juridique pour eux. Bon, aujourd'hui, les défis, hein, en ce qui concerne le thème, moi, à mon avis, il y a de nouvelles problématiques qui sont là et qui sont difficiles à encadrer. C'est le cas de l'intelligence artificielle, mais c'est le cas de l'Internet des objets, c'est le cas du commerce électronique. M. Minungo, que je salue au passage, en a parlé. Voilà. Et tout ça doit être donc assis sur une politique sectorielle très soutenue. Parce qu'on vit aujourd'hui un monde de convergence où le régulateur des télécommunications ne peut pas vivre en vase clos, parce qu'il y a la problématique de la fintech, il y a la problématique de l'audiovisuel, parce que le support, il est télécommunication. Ils utilisent le support de télécommunication. Forcément, il y a des implications dans la concurrence. Voilà. Mais pour terminer, je voulais juste dire que pour que le travail du régulateur soit facilité, moi je pense qu'on a intérêt à prévoir peu de dispositions législatives en laissant au régulateur un pouvoir réglementaire dirigé, c'est-à-dire le régulateur ne doit pas être enfermé dans des textes, mais les textes doivent juste prévoir les principes et laisser le régulateur prendre des décisions pour suivre les dynamiques du marché. Voilà, c'est ce que je voulais dire en introduction par rapport à votre belle introduction et très pertinente. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, M. Khalilou Gueye, pour cette brillante intervention. Régulateur, réguler, laisser la latitude aux sociétés de régulation, aux organismes de régulation pour pouvoir réguler comme il le faut. J'ai un peu compris dans l'intervention de M. Gueye. Il a parlé d'Internet, d'interconnexion, il a parlé de règles du marché, d'équilibre, de qualité des services et surtout de neutralité. Je vais donner la parole à notre éminent intervenant, M. Christian Minengu, afin qu'il donne aussi sa perception sur la régulation des télécoms en Afrique. M. Christian. La régulation des télécoms et des TIC, vous voyez que moi je fais l'association parce que c'est difficile de les dissocier aujourd'hui. Et donc je les prends comme un tout, est très très importante. Je vous ai parlé dans mon propos liminaire
de la stratégie de transformation numérique qui a été adoptée en 2020 et qui est en exécution actuellement. Alors, dans ce document de référence, ce cadre de référence, il a été clairement identifié que la question de la régulation est une question importante au même titre que l'infrastructure, que les questions transversales, comme la question de la cybersécurité. Donc, c'est un des piliers fondateurs de la stratégie. Si nous voulons réussir la transformation numérique du continent, il nous faut une réglementation à jour et des politiques à jour. Donc, vous voyez bien qu'aujourd'hui, il y a des questions qui sont en débat. Nous avons des besoins. Monsieur l'intervenant précédent l'a si bien dit, l'Internet, il est pour tous. S'il n'y a pas de réglementation, s'il n'y a pas de mesures prises pour contenir certains excès à certains niveaux, il va sans dire qu'une partie des populations africaines peuvent être marginalisées et ne pas avoir accès à l'Internet qui doit être pourtant libre et ouvert à tous. Parce qu'aujourd'hui, rien, sinon qu'il y a peu de choses qui peuvent être exécutées en Internet. Et quand vous prenez certains domaines, comme la santé numérique, qui fait intervenir la question des données personnelles, s'il n'y a pas une réglementation en la matière, ça va poser des problèmes. Il peut y avoir des usurpations en matière d'utilisation des données à caractère personnel, qui est une question sensible. Si vous prenez la question du commerce électronique ou la question des transferts financiers, ça fait intervenir et les données personnelles et l'identité, qui est aussi une question sensible qui a besoin d'être encadrée. C'est pour cela que la question de la réglementation est une question essentielle en matière de transformation numérique et nous devons en tenir compte, surtout si nous devons, comme cela se doit, être à l'aune de la révolution numérique en intégrant des questions comme celle de l'Internet des choses, les questions émergentes comme l'Internet des choses, l'intelligence artificielle. Cela ne peut pas se faire sans encadrement. Et qui dit encadrement parle de régulation, réglementation qui permet donc d'orienter les actions qui sont attendues des différents acteurs et notamment des opérateurs de télécommunications et de TIC. J'espère avoir répondu brièvement à votre question. Sinon, on peut davantage s'y étendre. Merci beaucoup, M. Christian, pour cette brillante intervention. Alors, comme vous le savez bien, M. Christian l'a si bien dit, l'Afrique est sur le point, comme je l'avais dit, d'accéder à de nouvelles technologies. Donc, tout ceci va avec de nouvelles menaces, comme il l'a si bien dit, à travers la protection des données à caractère personnel. Il y a ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Alors, Monsieur Emmanuel, à travers tout ce que vous attendre et en fonction du thème, qui est la régulation des télécoms et des NTIC, comme l'a si bien dit M. Christian, quel rôle peuvent jouer les régulateurs et les opérateurs pour trouver le juste équilibre par rapport à cette régulation? Ok, merci. Je crois que les intervenants qui m'ont précédé ont si joliment planté le décor.
Ce que je voudrais ajouter par rapport à ce thème, vous savez, nous sommes sans ignorer que les télécommunications sont aujourd'hui de plus en plus utilisées, non seulement comme de simples moyens de communication ou des outils très vulgaires de facilitation de travail. Mais les télécommunications apparaissent aujourd'hui comme de réels facteurs, des facteurs incontestés, des facteurs crédibles de développement de notre continent. C'est donc une réelle opportunité de développement. Cependant, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'il y a des situations sociopolitiques que traversent la plupart de nos pays en Afrique, notamment les épineuses questions des urgences qui imposent non seulement une orientation d'intervention des organisations, tant nationales qu'internationales ou régionales, mais aussi elles imposent une priorité de politique gouvernementale. Je voudrais donc nommer les besoins tels que la nourriture, l'eau, la santé, comme l'a dit un des intervenants tout à l'heure, l'éducation. Et donc, cette priorité imposée par ces besoins classiques tend de nos jours à relayer un tant soit peu au second plan l'apport inéluctable des télécommunications et par-delà l'importance, sinon le poids même de l'économie numérique dans le développement de notre continent. Donc, ce que je voudrais dire par là, et vous conviendrez avec moi, que dans ce contexte de misère, de famine, des personnes déplacées, bref, ce contexte de lot de misère que vit une partie de la population de notre continent, il est vraiment trivial que les planificateurs de développement et les décideurs politiques africains, dans la hiérarchisation de leurs projets de développement, accordent un coin d'importance aux télécommunications, à l'Internet, bref, un coin d'appui à l'économie numérique, bien que dans certains pays, nous constatons que c'est tout un ministère qui est dédié à la chose, mais en pratique, ce que nous constatons, ce secteur est relayé toujours au second plan. C'est justement donc à ce titre qu'un besoin vraiment de s'asseoir, un besoin d'avoir un mécanisme concerté, comme l'a dit quelqu'un. Aujourd'hui, la télécommunication n'est pas seulement le mobile, disons la téléphonie mobile, mais la télécommunication, c'est aussi l'Internet. La télécommunication, c'est aussi la santé, donc l'e-santé, c'est l'e-gouvernement. Donc la télécommunication, c'est plusieurs choses. Et étant donné que c'est un secteur à plusieurs dimensions, il convient d'avoir un mécanisme concerté avec les parties prenantes pour non seulement réguler, mais réglementer le secteur. Et à ce titre, toutes les parties prenantes doivent être intéressées, les gouvernements, les opérateurs, les entrepreneurs, les utilisateurs, ils doivent s'y mettre afin de tirer le meilleur de ce secteur et de poser en fait les jalons d'un développement irréversible de ce secteur. C'est vraiment un secteur porteur, comme nous pouvons le constater depuis l'avènement de Covid. C'est l'un des rares secteurs à réaliser des accroissements de 2 chiffres en dépit de la situation économique délétère imposée par la maladie. Donc cette régulation, si le temps nous permet, nous en parlerons, surtout que nous avons d'éminents orateurs qui sont dans le domaine, doit, comme je le disais tantôt, prendre en compte tous les aspects, notamment les infrastructures. Parce que pour qu'on parle de télécommunication, il faut d'abord en amont qu'il y ait des infrastructures. Installer les wagons, les sites, etc.
les serveurs et autres qui accompagnent la mise en œuvre des services. Il faudrait aussi se pencher sur l'aspect formation, les nouveaux services, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, les commerces électroniques et autres, qui viennent se greffer sur la télécom. Et donc, tous ces aspects, les nouveaux services se multiplient, les utilisations, et nous tendons vers une nouvelle face des télécoms. Vous savez qu'avant les années 1990, nous sommes habitués au téléphone fixe, donc c'était la téléphonie fixe. Et avec la privatisation du secteur dans les années 90, nous sommes entrés en plein pied dans la téléphonie mobile, qui heureusement ou malheureusement est en train d'être phagocytée par l'Internet, parce que de plus en plus, aujourd'hui, les gens utilisent rarement les services de base de la téléphonie mobile qui sont la voix et le SMS. On utilise plus les réseaux sociaux pour communiquer. Et à ce titre, quand on utilise les réseaux sociaux, il y a ce qu'on appelle, tout à l'heure quelqu'un l'a dit, la cybercriminalité, qui est un enjeu très très important, un défi qui se pose en pleine face et qui nécessite à être relevé. Et suivant les pronostics, les opérateurs de téléphonie projettent avoir 1 milliard d'abonnés d'ici 2024. Donc, vu le nombre d'abonnés, il y a un travail vraiment important qui doit impliquer, comme je l'avais dit tantôt, toutes les parties prenantes, que ce soit les gouvernements, les téléphonies, les opérateurs de téléphonie, les abonnés eux-mêmes, les organisations. Tout le monde doit se donner la main dans un cadre concerté pour réglementer ce secteur. D'où l'importance de la régulation, et non seulement de la régulation, mais de la réglementation. Je ne peux pas parler à la place, il y a des éminents qui sont là, mais il est à noter qu'il faut faire une petite différence, une nuance entre la réglementation et la régulation. La réglementation relève donc purement du domaine de l'État, avec deux axes, donc les décrets et les arrêtés du gouvernement et les lois éditées par les parlements. Tandis que la régulation, c'est l'apanage strict d'une entité, bien que dépendant de l'État, mais qui doit avoir, comme l'a dit Khalidou, qui doit avoir une autonomie de gestion, une autonomie financière, une autonomie de décision. Je ne voudrais pas trop m'étaler, mais simplement je voudrais dire que depuis 1990, la téléphonie mobile continue sa transformation. Les opérateurs de télécommunications non seulement apportent la connectivité entre les peuples, mais apportent de nouvelles solutions, de nouveaux services. Ils introduisent de nouveaux métiers. Nous voyons les startups qui naissent, de nouveaux usages, donc, notamment l'usage d'Internet pour échanger, de nouvelles façons ou méthodes de travailler. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes sur Zoom. Or, il y a quelques années, il faudrait donc se retrouver physiquement sur un site bien déterminé. Aujourd'hui, nous pouvons donc à distance utiliser les outils de l'Internet pour échanger. Donc, c'est toute une évolution qui est en cours, et toutes ces évolutions nécessitent vraiment qu'il y ait une régulation. Sinon, c'est un risque que le monde encourt, surtout du côté de cybercriminalité. Je m'arrête là pour l'instant, et si le temps nous permet, je vais revenir pour intervenir. Merci, Monsieur
pour cette brillante intervention. Comme vous l'avez si bien dit, quand on parle de régulation, il faut parler de réglementation. Vous avez aussi parlé des infrastructures, et qui parle d'infrastructures parle aussi de qualité, bien sûr, de qualité du réseau. Dans notre continent africain, nous le savons, il y a beaucoup d'endroits où nous sommes largement sous-équipés en infrastructures. La téléphonie mobile et l'Internet connaissent actuellement un grand engouement qui est un facteur de croissance. Et cette dynamique est aussi un moteur de développement, de création d'entreprises et de micro-entreprises. L'enseignement, dans l'enseignement et aux soins à distance, comme l'a si bien dit notre intervenant, et surtout les services financiers en ligne. La technologie de l'information et de la communication ouvre des voies à de multiples innovations sociales et de nouveaux modèles économiques. Alors, M. Dinti Amada, que pensez-vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour aborder la régulation des télécoms sous le prisme des difficultés rencontrées par les entrepreneurs aujourd'hui vis-à-vis des prestataires télécoms ou des infrastructures? Merci. Avant tout, j'étais d'abord à un peu limiter mon champ d'intervention, parce que quand on parle des défis des télécoms, en fait, en Afrique, c'est trop large. Et je vais me limiter sur certains points, comme ça, à partir de là, on peut peut-être chercher à donner des pistes de solutions. Parce que comme l'ont déjà dit mes collègues, M. Kalidou, Christian et l'autre que je ne me rappelle pas son nom, en fait, moi, je vais m'imiter sur deux points. Le premier point, c'est beaucoup plus par rapport aux nouveaux acteurs qui interviennent dans le marché. Parce que, comme vous le savez, le marché télécom, au début des années 90, fin 90, début 2000, il était dominé par des opérateurs qu'on appelle les opérateurs de licence. C'était un marché qui était à eux tout seuls, il n'y avait personne à intervenir, ils pouvaient s'arranger entre eux. Et fin 2000, il y a d'autres acteurs qui sont venus et qui sont venus bouleverser un peu leur règle de jeu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les fournisseurs des services Internet, les fournisseurs des services à valeur ajoutée. En fait, c'est des petits opérateurs qui achètent en quelque sorte chez les grands opérateurs pour faire la concurrence, avec les grands opérateurs. Vous venez acheter un produit chez un grossiste pour le vendre dans un marché des détails, mais le grossiste, lui, en même temps, il est aussi dans le marché des détails. Vous imaginez ce problème-là, et ça demande une régulation, une nouvelle régulation qui n'existait pas avant. C'est des points, c'est des défis qu'il faut vraiment qu'il faut réfléchir, et qu'il faut même peut-être adapter la réglementation. Je prends l'exemple, par exemple, des Comores, où la réglementation n'est pas bien améliorée. En fait, n'a pas vraiment pris en considération ce genre de difficultés. Et là, on se trouve dans des situations où même un opérateur titulaire de licence pourrait refuser justement d'accorder un service à un fournisseur de services Internet, parce qu'il sait très bien que cette société peut être son concurrent, et justement, il le bloque. Surtout que ce grand opérateur aussi, par exemple, ce petit opérateur qu'on appelle le fournisseur de services Internet, a besoin d'utiliser les infrastructures du grand opérateur appelé opérateur de licence. Sachant que c'est un concurrent, il peut aussi le refuser, parce qu'il sait très bien qu'il va prendre une partie de ce marché. Vraiment, c'est des défis, c'est des nouveaux problèmes qu'il faut commencer justement à réfléchir et à trouver des solutions, surtout par rapport à notre réglementation. Dans un second point, c'est par rapport justement à l'avènement de Covid, comme l'a dit M. Christian. Avec l'avènement de Covid, il y a il y a un nouveau contexte qui est apparu, celui d'une demande forte de l'Internet. L'Internet a été toujours demandé, mais tout le monde l'a remarqué qu'avec l'avènement de Covid,
la demande est devenue est très forte. Les consommateurs sont devenus très, très gourmands. Oui. Avant la question de la qualité de service, certes, c'était une question très importante pour les régulateurs, pour les consommateurs, mais aujourd'hui encore, la question est devenue encore plus importante parce que le consommateur aujourd'hui utilise plus de la data et justement, aujourd'hui, tout se fait en ligne. Par exemple, avec le Covid, il y a par exemple il y a le télétravail, il y a la question, en fait, il y a plus de services qui se faisaient avant d'une façon traditionnelle. Aujourd'hui, tout se fait par l'intermédiaire de l'Internet, ce qui fait qu'il y a eu une forte demande. Et là, la qualité de service, comme il était demandé avant par les régulateurs, aujourd'hui, il faut vraiment que la question soit bien étudiée, soit bien, il faut vraiment qu'il y ait très, très grande exigence. Tout ça, c'est vraiment des questions, il faut vraiment veiller, parce qu'en parlant de l'Internet, il y a aussi derrière, il y a la question de la protection des données personnelles, il y a la question de cybersécurité, il y a la protection des enfants en ligne. Tout ça, c'est un large sujet qu'il faut vraiment que le régulateur, bien sûr, en collaboration avec les opérateurs, tienne en considération pour justement trouver des solutions. Je ne vais pas trop m'étaler et merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Djinti. Merci pour votre intervention. Alors, on a parlé de mobile banking, on a parlé de transfert monétaire, ainsi de suite. Et le mobile banking, selon mes informations, est né en Afrique et ne cesse de se développer depuis belle lurette. Monsieur Christian, vous pensez quel enjeu stratégique pose cette nouvelle configuration de mobile banking pour les opérateurs télécoms et pour les banques? Vous pouvez reprendre la question? Je répète la question, je dis, quel enjeu stratégique pose cette nouvelle configuration? Il s'agit du mobile banking, il s'agit des ventes en ligne pour les opérateurs télécoms et les banques, et surtout pour les utilisateurs. Je vais plutôt aborder la question sous l'angle des utilisateurs parce qu'ils sont les plus nombreux. Effectivement. L'enjeu, il est très, très important pour les différents acteurs que vous avez cités, que ce soit les opérateurs, que ce soit les banques, mais surtout pour les utilisateurs. Pourquoi? Parce que comme vous savez, aujourd'hui, le cash est beaucoup utilisé en Afrique et avec les problèmes de sécurité que nous connaissons par-ci, par-là, il y a beaucoup de risques. Donc, autant faire ce que se peut pour encourager le numérique. Et vous savez, d'autre part, que même dans le cadre de la lutte contre la pandémie à coronavirus, oui, l'utilisation du cash n'est pas conseillée parce que c'est un des vecteurs de transmission de la maladie. On ne s'en rend pas compte, mais c'est une des voies. Et il faut ajouter aussi de façon générale que les transferts de fonds constituent pour l'Afrique une des sources les plus importantes de mobilisation de ressources pour le développement du continent. C'est vrai que les transferts en dehors du continent vers le continent, c'est un peu a connu c'est restreint au cours de l'année 2020 en raison de la pandémie à coronavirus, mais il y a l'espoir que avec la reprise de l'activité économique, ce segment-là puisse être revitalisé pour permettre donc de mobiliser davantage de ressources extérieures pour le développement
du continent. Donc, toute initiative qui peut permettre donc de renforcer et d'améliorer donc la circulation donc de la monnaie, je dirais numérique, ce serait vraiment intéressant pour le continent, vu globalement, mais pour les consommateurs que nous sommes, individuellement pris. Pour les opérateurs, c'est également un marché à considérer parce que même si le taux de pénétration du mobile est important en Afrique, il y a que, pour des raisons diverses, il y en a qui sont toujours exclus. Vous rendez compte, par exemple, que il y a autour d'un demi-milliard d'Africains qui n'ont pas d'identité, qui donc ne peuvent pas avoir accès, par exemple, à ce moyen donc, que constitue la monnaie par le mobile. Il est donc important de travailler à relever tous ces obstacles qui peuvent donc réduire donc, l'expansion de ce nouveau moyen. Sans oublier que elle vient compenser un peu le fait que le système bancaire traditionnel a exclu, pour des raisons diverses, analphabétisme, manque d'identité, autant, j'allais dire, les 500 millions d'Africains d'avoir accès aux services financiers de base. Donc, aujourd'hui, le mobile money permet donc de compenser un peu ce gap-là, ce qui est une bonne chose. Donc, nous avons tous intérêt et c'est pourquoi au niveau de l'Union africaine, nous avons en cours nous développons une stratégie d'inclusion financière. Et dans ce cadre-là, nous sommes en discussion avec un certain nombre d'opérateurs pour voir dans quelle mesure, par exemple, les questions de cartes magnétiques, l'utilisation des cartes magnétiques peut être renforcée. Nous travaillons au renforcement, par exemple, du secteur de la microfinance, du secteur postal pour leur transformation, parce que ce sont aussi des acteurs qui interviennent dans ce domaine. Les postes aujourd'hui, comme vous le savez, sont en partenariat avec l'un ou l'autre opérateur de téléphonie mobile pour offrir ce genre de services aux populations. Donc, l'un dans l'autre, ça permet donc de renforcer l'accès aux services financiers de base aux populations qui en ont toujours besoin et qui en sont malheureusement exclus. Et nous avons, et ça permet donc aux différents gouvernements de renforcer l'inclusion financière des populations, parce que le développement ne peut pas se faire sans donc cette inclusion financière. Et nous parlions tantôt, chacun de nous intervenants avons parlé du commerce électronique. Il ne peut pas se développer sans les services financiers. Et je pense que le mobile money peut également être une des voies pour contribuer donc au développement du commerce électronique qui, comme vous le savez, est très, très important pour la réussite de la zone de libre-échange continentale. Parce que c'est sur ça que, prioritairement, la stratégie est développée. Donc, si nous ratons le coach, nous risquons de compromettre donc la zone de libre-échange continentale et, par voie de conséquence, compromettre le développement du continent. Malgré toutes les estimations qui sont faites et qui sont favorables, tout le monde dit que
l'Afrique est le continent de l'avenir, mais il faut que nous prenions les dispositions, travailler à renforcer, à utiliser le créneau que constitue la monnaie par le mobile est une des voies. Merci, Monsieur Christian, pour cette brillante intervention très précise et très claire. Merci pour la qualité. Alors, je vois que beaucoup de personnes nous parlent de coûts. Quand on parle de régulation, quand on parle de réglementation, nous parlons d'infrastructures. Monsieur Christian vient de parler des enjeux, de l'un des enjeux les plus importants, c'est-à-dire les utilisateurs que nous sommes. Nous nous plaignons beaucoup de la qualité souvent des services qui nous sont offerts et surtout du coût de ces services, que ce soit la téléphonie, que ce soit l'Internet, que ce soit le coût des infrastructures. Nous nous plaignons beaucoup de ça. Alors, Monsieur Gueye, comment offrir un cadre d'expression aux utilisateurs des services de téléphonie mobile surtout, pour que nos voix puissent peser beaucoup afin de mener des changements dans ces milieux. Parce que beaucoup dans les inbox ici se plaignent du coût, mais les voix des uns et des autres, des organisations d'utilisateurs ou de consommateurs ne pèsent pas beaucoup. Comment offrir un cadre d'expression sérieux aux utilisateurs? Merci, monsieur le modérateur, pour la pertinence de la question que vous avez posée. Merci. Moi, je pense que, comme vous le dites, la question de coût occupe une place extrêmement importante dans la régulation, parce que quand on parle de coût, on pense au tarif. Voilà, bon, c'est vrai que nous faisons la différence entre coût et tarif, parce que le coût, c'est l'opérateur qui le supporte, mais qui le répercute, et ça devient un tarif auprès donc, du consommateur. Moi, je pense que ce qu'il faut faire à ce niveau pour juguler ce problème, parce que, quoi qu'on puisse dire, le constat, c'est que les prestations, que ce soit les prestations de télécommunications ou de services financiers, parfois ne sont pas très soutenables vis-à-vis de la population. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que les coûts, pour jouer sur les coûts, il faut jouer sur les infrastructures, surtout. Parce que qui parle de coûts, parle d'investissement. Les opérateurs investissent beaucoup. Parce que pour fournir leurs prestations. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut favoriser le partage d'infrastructures. Pour un opérateur, un nouvel entrant, je pense que le nouvel entrant peut s'appuyer sur les infrastructures existantes et déjà parfois même amorties de l'opérateur en place pour pouvoir faire des investissements moindres, et qui fait des investissements moindres forcément aura des répercussions sur les tarifs appliqués aux consommateurs. Je pense que ça, c'est fondamental, parce que dans la régulation aussi, il y a beaucoup de leviers qu'on utilise en ce qui concerne surtout le partage d'infrastructures. C'est par exemple la théorie des facilités essentielles, c'est-à-dire les infrastructures essentielles, parce que qui détient une infrastructure essentielle est dans l'obligation de l'ouvrir à ses concurrents. J'ouvre une petite fenêtre en ce qui concerne les fintech, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est-à-dire surtout le mobile money. Moi, je suis catégorique. Je pense qu'aujourd'hui, dans quelques années, aucune banque ne pourra concurrencer les opérateurs de télécommunications. Pourquoi? Parce que ces opérateurs disposent d'infrastructures. Les autres sont obligés de louer des liaisons louées, excusez-moi de la répétition, de louer des LS pour pouvoir fonctionner. Alors qu'eux, ils disposent d'une infrastructure de télécommunication. Donc, du coup, ils n'auront pas les mêmes coûts et ils n'auront pas forcément les mêmes tarifs. Donc, du point de vue concurrence, ça risque de se poser. C'est la raison pour laquelle moi, je voudrais inviter l'Union africaine et les unions restreintes à réfléchir autour de la problématique de la présence même des opérateurs de télécommunications dans le marché des services financiers et de voir quels sont les équilibres peut-être à apporter. Ça, c'est l'élément coût vis-à-vis des consommateurs. Moi, je pense qu'un régulateur qui fonctionne en vase clos, c'est un régulateur qui est condamné à ne pas être performant. C'est la raison pour laquelle le régulateur aussi doit nouer des partenariats, comme vous le dites, avec les consommateurs pour recueillir leurs préoccupations et essayer
de les traduire sous forme de levier de régulation, parce que la finalité finalement de la régulation, c'est le bien-être donc du consommateur. Il en est ainsi en ce qui concerne la question de qualité de service, et les questions sont liées. Hein. Je salue la pertinence de l'articulation que vous faites avec les différentes notions, parce que qui parle de coût parle de qualité de service. Parce que si les coûts sont dégradés, la qualité de service forcément va accuser un coût, ça c'est clair. C'est la raison pour laquelle également, dans certaines, en tout cas dans la régulation tarifaire, il y a un outil qu'on appelle le price cap. Le price cap, donc, c'est une manière de fixer un tarif plancher. Voilà, un tarif plancher, mais c'est au bénéfice du consommateur. Mais dans le calcul du price cap, souvent, on n'intègre pas la variable qualité de service. Donc, les opérateurs ont tendance à jouer sur le coût au détriment de la qualité de service. Donc, fondamentalement, je pense que les régulateurs ont un rôle à jouer en essayant de procéder à des articulations. Et je disais aussi que aujourd'hui, un régulateur, par rapport toujours à vos questions, parce que les questions s'interpénètrent, quoi. Il y a beaucoup de problématiques autour du régulateur, comme vous l'avez dit, cybercriminalité, protection des données personnelles. Donc, ce régulateur-là, il ne doit pas fonctionner en vase clos. Aujourd'hui, on doit avoir des régulateurs qui travaillent avec leurs homologues régulateurs. On prend les services financiers, c'est les banques centrales qui sont les régulateurs. Et pourtant, le support, c'est télécommunications, c'est les régulateurs de télécommunications. Ils sont condamnés à travailler ensemble. Il y en a ainsi pour l'audiovisuel. Voilà. Donc, les questions de tarifs et de coûts, de coûts et de qualité de service sont tributaires des investissements. Voilà. Et les investissements sont lourds. Il faut privilégier donc le partage d'infrastructures. Voilà. Merci, monsieur le modérateur. Merci beaucoup, monsieur Gaye, pour cette brillante intervention. Vous avez parlé de pan-régulation. Je le dis dans ce sens. C'est-à-dire, vous avez parlé de régulateurs qui doivent être ensemble pour essayer de régulariser. Moi, je détermine ceci comme de la pan-régulation, la régulation panafricaine, peut-être mettre quelque chose en place par rapport à cela. Alors, M. Dinti, qu'est-ce que vous pensez de cette pan-régulation et que pensez-vous, parce que les gens, quel que soit, il y a le coût des infrastructures, comme on l'a si bien dit, il y a le coût et la tarification de connexion Internet, de data. Et nous avons aussi souvent la peur des utilisateurs. Beaucoup ont peur maintenant de la qualité de ces données. Vous le savez si bien. Quand aujourd'hui en Afrique, je dirais le mot, il y a beaucoup de personnes qui utilisent les Google et d'autres plateformes. Est-ce que nos données sont en sécurité? Et que doit faire l'Afrique? Pensons maintenant PAN. Et que doit faire l'Afrique pour remédier à cela? Monsieur Dinti est là? Oui, je suis là. Merci. Alors, la question de protection des données personnelles, avant tout, c'est une question beaucoup plus technique, mais aussi réglementaire. Malheureusement, dans beaucoup des pays africains, jusqu'à ce jour, il n'y a pas une réglementation qui protège ces données-là. Parce qu'avant tout, avant de parler des questions techniques, il faut que la question soit d'abord réglementée, que la question soit d'abord qu'il y ait des règles qui interdit, qui autorise. Malheureusement, jusqu'à ce jour, dans la plupart de nos pays, cette réglementation-là n'existe pas. Alors, pour penser à la question, avant de penser de tout ce qui est technique, parce que derrière, il y a justement le système qui doit être bien protégé, mais nous devons d'abord mettre en place la réglementation, à commencer par une loi d'abord. Et d'ailleurs, je crois que Christian pourrait peut-être me compléter. Je crois qu'au niveau de l'Union africaine, il y a un modèle de loi pour la protection des données personnelles voilà, c'est une loi qui pourrait être adoptée dans plusieurs pays et qui pourrait justement protéger ces données-là. Sinon, sans une loi, sans une réglementation,
on ne peut rien faire au début. Merci. Merci, Monsieur Gentil. Alors, Monsieur Emmanuel. Allô, vous m'entendez? Oui. Ok. Monsieur Emmanuel, que faut-il faire pour ressortir les dimensions stratégiques et l'impact du niveau de prestation des services de téléphonie sur la performance des entreprises et l'écosystème? Parce que toute cette configuration fait face à la création de beaucoup d'entreprises et surtout de beaucoup de start-up, comme on l'appelle au niveau. Donc, ça a un enjeu économique aussi. Donc, quelles sont les dimensions stratégiques et l'impact du niveau de prestation de services de téléphonie sur la performance des entreprises et de l'écosystème numérique? Ok. Avant de revenir sur la question, permettez-moi de donner quelques exemples pour soutenir les interventions, notamment les interventions relatives comment on dit ça, mobile money. Je donne deux exemples. Au Tchad, mobile money a permis de résoudre des problèmes très importants. Il y a des réfugiés qui sont dans des zones non couvertes par le système bancaire et comparativement aux autres pays, le Tchad c'est un pays avec beaucoup de relief un tout petit peu compliqué. Donc il y a certaines zones qui ne sont pas totalement accessibles pendant des périodes. Et grâce à Mobile Money, les organisations des Nations Unies comme le ICR par exemple, pour soutenir les réfugiés, les déplacés, arrivent à utiliser ces moyens pour non seulement secourir ces personnes vulnérables, mais aussi sécuriser leur transfert, parce qu'il n'est pas évident de prendre de l'argent liquide et de transporter sur une longue distance. Donc ça c'est le premier aspect. Le deuxième exemple que je voudrais donner, c'est l'exemple des enseignants, des maîtres communautaires, on les appelle ainsi, qui sont aussi dans des zones reculées et qui, pour des raisons pratiques, arrivent à faire des mois sans être payés. Mais avec l'initiative de la Banque mondiale, qui fait donc de Mobile Money un préalable au développement, ces enseignants, ces maîtres communautaires arrivent maintenant de nos jours à être payés convenablement et en temps, parce que, comme quelqu'un l'a si bien dit, les opérateurs ont des infrastructures un peu partout, même dans des zones les plus reculées, et constituent à ce titre un moyen d'échange de monnaie très crédible. Pour revenir donc à votre question de stratégie, vous savez que la téléphonie d'une manière générale et plus particulièrement la version actuelle que nous vivons axée sur l'Internet doit reposer sur plusieurs axes. Je disais à l'entame qu'il faut d'abord qu'il y ait une infrastructure. Dire qu'on doit mettre sur pied l'infrastructure, c'est dire qu'il faut donc avoir en amont de la compétence. C'est l'un des aspects que les gens ont souligné ici. Quand on dit par exemple que les coûts des appels sont très élevés, le coût d'Internet est très élevé, c'est vrai. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Pour faire entrer des infrastructures dans nos pays qui sont presque enclavés, je prends le cas de notre pays, le Tchad, il faut débourser assez de sous pour, d'abord, d'un côté, parlant de la régulation, les taxes qui sont très élevées, l'importation des matériels, et maintenant au niveau de l'installation, il y a un problème
très fondamental que nous y aurons dans nos pays. Bon, certains pays sont très avancés, mais les ressources humaines. Il y a certains pays qui n'ont pas de ressources humaines adéquates pour pouvoir déployer l'infrastructure. Et donc, il faut faire appel à des experts. Et ça fait aussi un coût. Étant donné que les entreprises de téléphonie sont d'abord des entreprises commerciales, ils doivent faire payer le consommateur final sur toutes leurs dépenses. Et quitte au régulateur d'intervenir pour pouvoir atténuer la peine. Le deuxième axe stratégique, parlant donc de manque de qualification, il faudrait qu'il y ait une orientation de formation des ressources humaines, tant sur le domaine de l'installation, donc de rollout des infrastructures, de leur maintenance, par rapport aux nouvelles offres, aux nouvelles possibilités, notamment les startups et autres. Ça nécessite qu'il y ait un encadrement idéal pour pouvoir continuer cette évolution de l'aspect des télécoms. Un autre aspect, c'est que les télécoms sont en train de s'entremêler avec le secteur bancaire. Il faudrait donc qu'il y ait une stratégie adéquate pour avoir, je reprends encore le terme, une concertation entre le secteur bancaire et le secteur téléphonique pour qu'il y ait une réglementation digne de ce nom pour permettre de passer au-delà de nos frontières. Parce que aujourd'hui, le mobile money est utilisé succinctement dans nos pays. Je crois avec JIMAC, on peut passer les frontières pour 2-3 pays, mais si déjà on pourra mettre sur pied une stratégie pour que cet outil puisse être utilisé un peu partout. Dire du Tchad, je dois être capable d'envoyer de l'argent en Afrique du Sud. Du Tchad, je peux être capable d'envoyer de l'argent en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Ce serait vraiment une porte d'ouverture, une porte d'expansion de ce secteur qu'est le mobile money. Et donc, si je peux me résumer, je vois ici 3 axes très importants. L'axe des infrastructures qui sont accompagnés de la formation. Il y a les nouvelles offres qu'il faut nécessairement développer pour attirer les abonnés. Et enfin, les services qui naissent qu'il faut donc continuer par les développer. Donc voilà les 3 axes stratégiques, je pense, qui peuvent donner un nouveau souffle au système de téléphonie, au système de télécommunication. Merci. Merci beaucoup. Nous n'avons que 15 minutes. Si ça ne dépendait que nous allons passer toute la journée, si notre temps nous permet, à parler de ce thème assez passionnant. Cette illustration explique de façon explicite l'idée selon laquelle le numérique fait partie de notre quotidien, à telle enseigne qu'on ne puisse s'en passer. On sent donc la nécessité, je viens de le sentir ici, de rester connecté à Internet pour ne rien perdre de tout ce qui se passe dans tout notre environnement, dans quelles que soient les contrées. C'est d'ailleurs dans ce sens que l'on comprend aisément que selon l'idée selon laquelle celui qui a l'information a le pouvoir, même si cette idée est quelque part édulcorée, le pouvoir n'appartient plus à celui qui a l'information, mais à celui qui sait le traiter et l'utiliser. Beaucoup de nos intervenants se dotent aussi de la liberté, de l'indépendance de l'Afrique par rapport à tout ce qui concerne infrastructure, sécurité et tout ce qui va avec le TIC et les télécoms. Donc la régulation de l'Internet, pourtant, est un aspect on ne peut plus important à prendre en compte pour l'équilibre social actuel de l'ère africaine.
pour tout ce qui concerne l'éthique. Je reviens à M. Christian. Que peut faire l'Afrique pour rassurer les Africains par rapport à cette peur qui s'installe, par rapport à l'indépendance de l'Afrique, par rapport à tout ce qui concerne l'éthique? Et Christian, à vous. Voilà, maintenant vous êtes bien visible. Votre caméra, on ne vous voit pas trop à travers la caméra. Voilà, maintenant c'est bon. Merci. Que peut faire l'Afrique? Mais c'est d'abord rédiger et approprier sa propre régulation des TIC. Et en la matière, je souhaiterais rebondir sur une interpellation de mon frère Amada, qui évoquait plus ou moins une convention qui a été développée en 2014, développée et adoptée en 2014 par les chefs d'État. Nous l'appelons la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel, qui donc vise à créer donc un environnement propice aux transactions électroniques. Malheureusement, cette convention, qui date donc de 2014, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas été ratifiée par 15 pays qui constituent le nombre minimal de pays, donc le nombre minimal d'instruments de ratification qui permettent à la Convention d'entrer en vigueur. Donc ça, c'est une responsabilité collective. Certainement, parmi l'auditoire que nous constituons, il y en a tout un chacun peut pousser, par exemple, ce dossier au Tchad, au Comores, au Burkina Faso ou dans d'autres pays qui n'ont pas encore ratifié cette convention. Et comme vous le savez, l'Union africaine a pour responsabilité de contribuer à l'intégration du continent. Donc, à ce titre, tout le travail, c'est de proposer des cadres qui contribuent donc à harmoniser tout ce qui est politique, tout ce qui est réglementation, tout ce qui entre dans le cadre de la régulation, donc relevant donc du régulateur. Donc, il y a des actions. Et, quand les décisions sont prises, il y en a qui relèvent de la compétence des gouvernants. Je vais parler des ministères. Il y en a qui relèvent de la compétence du régulateur, donc celui-là qui est en charge de la question de la régulation. Et enfin, ce qui relève des opérateurs. Donc, à tous les niveaux, chacun a une responsabilité, une part de responsabilité à jouer. Et il y a un certain nombre d'initiatives qui sont en cours à l'Union africaine. J'ai parlé de la Convention de Malabo sur la cybersécurité et la protection des données à caractère personnel. Nous sommes, depuis 2017, nous aidons les pays à harmoniser leur politique par le biais d'un projet que nous appelons politique régulation, initiative de politique et de régulation pour l'Afrique numérique, en sigle, en acronyme anglophone PRIDA. Peut-être que parmi l'auditoire, il y en a qui sont des points focaux ou qui ont entendu parler de ce projet, qui vise donc à harmoniser et les politiques et les questions de régulation. Et il y a aussi la question de l'infrastructure, parce que via le spectre, l'utilisation du spectre. J'ai parlé tantôt de la stratégie de transformation numérique qui est un vaste cadre de référence. Et depuis son adoption, nous avons identifié des questions critiques, comme la question de santé, la question
de l'agriculture, la question de l'éducation, qui sont des secteurs critiques, les échanges commerciaux, le commerce électronique, l'industrie, si elles ne sont pas, ces secteurs critiques-là ne sont pas pris en charge et correctement, il y a un risque d'hypothéquer la transformation numérique du continent. Et nous avons, à l'heure où nous parlons, nous travaillons à développer une stratégie numérique pour l'agriculture, pour l'éducation et pour la santé, qui sont, au vu de l'expérience de la pandémie à coronavirus, sont des priorités parmi les priorités. Nous avons, j'ai parlé de la réunion ministérielle qui s'est tenue il y a 2 semaines. Un des points de l'ordre du jour de cette réunion, c'était l'examen d'un projet de cadre de politique de données pour permettre donc à l'Afrique de prendre avantage, de tirer profit donc de cette quantité énorme de données qui sont générées par les TIC, mais tout en préservant donc et son intégrité et la souveraineté des pays et bien sûr sa sécurité. Faisait partie également de l'ordre du jour l'adoption d'un cadre pour l'identité numérique. Je ne vais pas revenir sur les bienfaits de l'identité numérique, j'en ai parlé dans mes propos précédents qui ont précédé. Et toutes ces décisions, tous ces projets seront validés, disons entérinés en février prochain par le sommet des chefs d'État et de gouvernement pour être mis en exécution aussi bien au niveau des pays par les ministères, la régulation, au niveau régional par les communautés économiques régionales, au niveau continental par l'Union africaine, l'Union africaine des télécommunications et bien d'autres acteurs comme Smart Africa pour ne citer que cela. Donc, il y a un certain nombre en tout cas d'initiatives en cours pour changer l'ordre des choses donc à la satisfaction donc des citoyens africains. J'espère avoir répondu à votre question, monsieur le modérateur. Sinon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Pendant que j'ai la parole, je voudrais partager une opinion qui a été développée par mon collègue Gay. Peut-être les collègues représentant les opérateurs de téléphonie ne seront pas contents, mais c'est une réalité. Internet, c'est un outil à la disposition de tous, donc devant être neutre. Malheureusement, eux, ils l'utilisent en concurrence, j'allais dire loyale, avec d'autres qui n'ont que ça comme activité. Donc voilà, la régulation doit également prendre en charge cette question. Donc c'est le lieu d'interpeller les régulateurs que beaucoup d'entre vous représentez ici, d'examiner cette question. Ça peut contribuer à réduire le coût pour tous et à assurer une viabilité du service ainsi rendu. Merci. Merci, Monsieur Christian, pour cette intervention et ce clin d'œil à travers les régulateurs. Je l'ai si bien dit, il nous reste plus que 4 minutes. Le système que j'ai utilisé ici, les questions ont été posées par rapport aux différentes interventions sur le groupe et dans le chat. J'espère que j'ai pu poser beaucoup de questions par rapport au chat, même s'il me reste ici des questions personnelles que j'avais moi-même préparées. Plus de 10 questions sont encore là, qui n'ont pas été posées.
le CEPLA a mal fait de choisir un expert en télécom pour modérer, je le dirais, ce panel. Mais le temps ne nous permet pas trop d'aller en profondeur de tout ce que nous voulons. Je donnerai la parole à chaque intervenant pour 1 minute pour donner son mot de fin. Je pense bien que beaucoup de participants ont posé des questions que j'ai un peu rassemblées et j'ai posé des questions par rapport à ça aux participants. Monsieur Gay, vous avez 1 minute pour les mots de fin. Malheureusement, nous n'avons plus que 4 minutes. Merci, monsieur le modérateur. Je ferai moins d'1 minute. Okay. C'est juste des recommandations que je voulais faire parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la régulation est tributaire d'une politique. Donc, à la base, je pense qu'aujourd'hui, nos États ont intérêt à asseoir une politique favorisant l'innovation et surtout mettant l'accent sur la neutralité du net. Voilà, donc c'est fondamental. L'autre point, c'est vraiment vous remercier pour cette invitation et surtout la pertinence du thème que vous avez choisi, qui est un thème de régulation. Je pense que vous l'avez dit, hein, on aurait pu passer toute la journée à parler de régulation autour de ce thème. Voilà. Et que aussi, il faut aussi veiller à ce que les données personnelles soient vraiment préservées et que nos États soient indépendants de façon numérique. Voilà, l'indépendance numérique. C'est un appel que je fais. Hein. Je pense effectivement à la Convention de Malabo que les États doivent ratifier, puisque la plupart aussi de nos États ont ratifié la Convention de Budapest. Voilà, moi je pense que c'est une invite que je voulais faire. Voilà, merci Michel le modérateur, c'était un honneur. Merci à vous, M. Gay. Monsieur Ginti, à vous. Merci. Alors, pour un dernier mot, je voulais juste dire que voilà, pour développer le secteur des télécoms en Afrique, il faut avant tout avoir un bon régulateur, c'est-à-dire en fait, c'est pas un bon régulateur, mais un régulateur vraiment fort. Et un régulateur fort, justement, c'est surtout, il y a 2 points importants, c'est son indépendance, parce que qui dit indépendance, il y a 2 niveaux. Il y a l'indépendance fonctionnelle, surtout ne pas dépendre trop du ministère comme malheureusement c'est la plupart des cas dans nos pays. Il faut justement que le régulateur soit fort du point de vue indépendance, mais aussi soit fort du point de vue financier. C'est-à-dire que ces ressources ne viennent pas directement à l'État, mais qu'il a des ressources qui sont vraiment distincts, indépendants par rapport. Et c'est là où vraiment on peut avoir un régulateur qui peut vraiment s'imposer, qui peut vraiment être fort devant les opérateurs. Et ça sera le résultat d'un développement du secteur des télécommunications. Et je vous remercie. Merci, M. Dinti. Merci beaucoup. Monsieur Emmanuel, à vous pour votre mot de fin. Ok, merci. Comme mot de fin, je voudrais reprendre ce que j'avais dit en abordant le thème. Les télécommunications, bien qu'étant un levier incontournable dans le processus de développement de l'Afrique, semblent être reléguées au second plan. Et cela s'explique déjà par le fait, tout à l'heure nous avons entendu qu'il y a des tests qui sont là pour réguler, pour booster ce secteur, mais beaucoup de nos pays n'ont toujours pas apposé leur ceinture au bas de ces textes. Et donc, malgré que ces pays ont des ministères chargés des télécoms, des ministères chargés des TIC, ce secteur est toujours relayé au second plan. Donc, je voudrais en profiter donc de cet espace pour lancer un appel à une volonté politique de nos États pour booster ce secteur, parce que sans cette volonté politique, quoi qu'on fasse, on sera toujours au stade précaire. Et pour finir, je voudrais dire merci au CPLA, merci à tous les panélistes, merci à tous ceux qui sont là, qui ont posé des questions qui malheureusement n'ont pas eu de réponse faute de temps.
Merci aussi au modérateur qui a vraiment animé de façon brillante et intelligible cette session. Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Emmanuel. Monsieur Christian, à vous. Je pense que la question, le sujet est assez vaste, comme vous l'avez si bien dit. On pourrait prendre toute la journée, on ne l'examinera pas en détail. C'est bien qu'il ne me reste qu'à vous réitérer notre gratitude pour l'organisation de cet événement, pour la façon, la dextérité avec laquelle vous avez géré la discussion. Mais je m'en voudrais de ne pas rappeler que la révolution des technologies numériques offre une opportunité spécifique à l'Afrique, parce que c'est le seul moyen de pouvoir assurer une croissance durable et un développement plénier sans faire l'expérience des autres étapes en matière de développement. Mais pour ce faire, la régulation est essentielle et les régulateurs doivent jouer un rôle de premier plan. Bien sûr, ils doivent être soutenus par les gouvernants parce que la régulation n'est pas toujours actualisée, elle n'est pas toujours flexible et elle n'est pas toujours centrée sur les besoins du moment. Il y a aussi que certainement, il y a des régulateurs qui font face à un manque de capacité. Ils doivent être appuyés par les États qui les ont mis en place. Et enfin, je pense, quelqu'un l'a dit, je crois que c'est mon prédécesseur qui a relevé les moyens limités des régulateurs. C'est également la responsabilité des gouvernements de les appuyer dans ce sens pour qu'ils fassent le travail correctement. Pour terminer, j'ai noté qu'il y a beaucoup d'attentes légitimes vis-à-vis de l'Union africaine. Je voudrais vous rassurer qu'il y a des choses qui sont faites. Malheureusement, les résultats ne sont pas toujours visibles sur le terrain parce que ce qui nous importe, c'est l'harmonisation des politiques, le développement des stratégies et la coordination. La mise en œuvre sur le terrain incombe à d'autres structures, comme l'Agence de développement du NEPAD ou les communautés économiques régionales. Mais encore une fois, c'est des attentes légitimes et je peux vous rassurer qu'il y a une réforme en cours qui vise à, entre autres, employer, vous les jeunes. L'objectif, c'est d'atteindre 35% des jeunes pour plus d'efficacité et de résultats. Je vous invite donc à vous intéresser davantage à ce que l'Union africaine fait, parce que c'est votre union, c'est votre organisation. Chacun de nous fait partie de l'Union africaine. Donc, c'est cet appel que je voudrais lancer aux jeunes en particulier, parce que l'avenir de l'Afrique dépend d'eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Christian. Enfin, nous sommes à la fin de cet atelier. Je voudrais remercier les panélistes ici présents. Je voudrais aussi vraiment remercier l'Union africaine d'avoir mis à notre disposition M. Emmanuel aujourd'hui. Je remercie tous les participants du CEPLA. J'espère que cet atelier permettra de consolider davantage vos connaissances grâce aux outils et informations que vous avez acquis ici. Les enseignements que vous en tirerez devraient vous être utiles et je souhaite que vous puissiez les appliquer immédiatement dans l'exercice de vos fonctions. Ce faisant, vous contribuez, chers participants du FEPLA, ainsi à faire de ce continent que nous aimons tous un havre de paix pour nous tous qui y vivons. En souhaitant plein de succès pour les travaux, je vous remercie de votre aimable attention. Vive le CEPLA. Je vous remercie. À vous, modérateur CEPLA.
Merci beaucoup, vive le CEPLA. Nous remercions également le modérateur de jour de ce atelier spécial autour des télécommunications, Monsieur Mamedi Soboatera, ingénieur et consultant en informatique et en public management. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Mamedi, pour cette modération, pour cette brillante modération. Grâce à vous, nous avons pu soutirer le meilleur de tous nos animateurs de jour. Alors, nous remercions également tous les animateurs qui y sont passés pour nous donner d'eux-mêmes, ils nous ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous apprenions en fait ce que c'est vraiment que la télécommunication et les enjeux, qu'est-ce que nous pouvons faire avec, qu'est-ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, quelles actions nous pouvons mener en tant que jeunes et comment commencer à réfléchir sur des projets promoteurs pour encore plus développer ce domaine. Merci également à l'Union africaine d'avoir mis à notre disposition M. Christian Nimungu. Vraiment, merci. Nous vous remercions pour l'implication que vous faites dans cette organisation qui amène les jeunes à être réunis autour de cette table et réfléchir pour une Afrique voleuse.